Bonjour, chers fidèles internautes, fidèles à AZ Actu. Le grand format vous revient avec un autre invité. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Ousmane Sonko. Il a fait paraître un nouveau livre, Pétrole et gaz au Sénégal, chronique d'une spoliation. Donc dans cet entretien, nous allons parler du livre de Ousmane Sonko. Ensuite, faire un bref survol de l'actualité et essayer de l'analyser avec notre invité Ousmane Sonko. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie, M. Camara, je remercie votre organe et je salue tous vos spectateurs. Voilà, d'abord, pour parler du livre. Le livre a été édité en France. Pourquoi ce choix? Bon, simplement parce que c'est la voie qui s'offrait à nous, en tout cas pour pouvoir le faire paraître rapidement. Nous avons essayé, pas avec tous les éditeurs du Sénégal, je tiens à préciser cela parce que je ne connais même pas tous les éditeurs, je crois qu'il y en a plus d'une cinquantaine maintenant. Mais on a eu à en contacter quelques-uns qui, après avoir lu le manuscrit, ont manifesté quelques gênes à pouvoir le publier. Et certains d'entre eux nous ont orientés vers des éditeurs à l'étranger avec lesquels ils avaient peut-être des relations de collaboration. Et nous avions considéré que le plus important, c'est que le livre paraisse. Parce que souvent, on a tendance à confondre les moyens et les finalités. Nous avions une finalité, nous étions fixés des défis. Le premier, c'était d'écrire ce livre-là, et de l'écrire en un temps très court, et le second, c'était de le faire paraître. Évidemment, si cela devait passer par une édition en Chine ou au Japon même, on irait en Chine ou au Japon, parce qu'on ne l'a pas écrit pour que ça reste dans les tiroirs. Et c'est ce qui nous a amené, évidemment, à aller le faire publier, l'éditer en France, et ce qui a induit un troisième défi, c'est-à-dire celui de le faire publier au Sénégal également. Et nous sommes en train de faire les formalités. Et qu'en est-il réellement? Parce que d'aucuns ont même parlé de censure du livre. Est-ce qu'il y a vraiment des propos qui peuvent choquer le gouvernement ou les autorités en place? Ça, c'est pas à moi d'en juger. Je crois qu'il faut que les gens lisent d'abord, à commencer par les gens du gouvernement, et disent est-ce qu'il y a des propos qui les choquent. Ce qui est constant, c'est que nous avons fait un ouvrage pour rétablir la vérité sur ce qui s'est passé réellement dans la gestion du pétrole. Et il n'est pas, je peux vous l'assurer, à l'avantage du gouvernement, ça c'est sûr. Nous avons démarré les formalités qui nous paraissent d'ailleurs d'un autre temps. On nous dit qu'il faut déposer au niveau de la police nationale, au niveau il y a un bureau ou une division qui s'appelle division du dépôt légal. J'ai tout fait pour avoir les textes parce que je suis juriste de formation et j'aime bien avoir les bases légales des procédures auxquelles nous sommes soumis. Et jusqu'au moment où je vous parle, personne n'est en mesure de nous donner le texte qui institue cette obligation-là. J'ai discuté avec quelques éditeurs qui sont quand même des hommes du métier qui me disent qu'ils savent qu'il faut le faire mais ils n'ont pas le texte. Et je me suis rendu à la police et j'ai fait la même demande, même dans la même lettre de dépôt des 3 exemplaires. J'ai ajouté que nous souhaiterions avoir les références au moins des textes et nous pourrions, par nos recherches propres, nous approprier ces textes-là pour voir. Personne aujourd'hui, en tout cas, ne nous a encore produit ce texte. N'empêche, la semaine dernière, on s'est rendu à la police, on a fait le dépôt légal en 3 exemplaires. On nous avait demandé de revenir ce matin, ce que j'ai fait. Et le commissaire nous dit qu'il va prendre encore 48 heures pour lire l'ouvrage, pour voir s'il n'y a pas des éléments qui pourraient déstabiliser le pays ou alors créer un trouble à l'ordre public. Et à l'issue de cela, il nous répondra pour nous dire est-ce qu'il y a autorisation ou censure. Donc on en est là. Un livre paru en France et qui est vraiment destiné à la population sénégalaise, parce que lorsqu'on parle de ressources naturelles, ça concerne directement la population. Le jour de l'apparition du livre en France, est-ce qu'il y a eu vraiment la diaspora? Oui, je crois que vous avez dû voir vous-même les images. Et je crois qu'on avait... les organisateurs avaient réservé une salle assez grande.
Et en mi-journée, ils avaient même pensé changer, prendre une salle un peu moins grande parce qu'ils avaient des doutes sur la mobilisation. Mais la salle a été remplie, ce qui semble-t-il est assez exceptionnel c'est très difficile souvent en dehors des concerts et autres de mobiliser les Sénégalais. Plus de 265 exemplaires avaient été frappés ce jour-là, rien que pour la cérémonie de dédicace, et ont tous été achetés sur le champ par nos compatriotes. Et ceux qui n'ont pas pu en avoir ont passé commande et se font livrer progressivement. Donc pour moi, ça a été une réussite au-delà de nos espérances même, d'avoir pu mobiliser des Sénégalais qui sont venus de Paris, des provinces, certains même sont venus d'Italie pour venir assister à cette cérémonie-là. Donc nous sommes largement satisfaits de ce qui s'est passé en France. Et si c'est autorisé, nous comptons rééditer évidemment une cérémonie de dédicace ici à Dakar maintenant, pour en tout cas faire la même chose au niveau du Sénégal. Ok. Et pour parler du titre « Pétrole et gaz au Sénégal, chronique d'une spoliation », quelqu'un ce matin, en l'occurrence Abdoulatif Coulibaly, est revenu sur le livre pour vraiment réfuter tout ce dont vous avez élaboré dans cet ouvrage. Quelqu'un qui a eu à subir la censure au Sénégal, je rappelle. Je ne répondrai pas à ce monsieur parce qu'il a dit lui-même qu'il n'a pas lu le livre. La malhonnêteté, ça commence par ça, se prononcer sur un document qu'on n'a pas lu. Et j'espère qu'il aura la dignité et l'honneur de nous présenter prochainement un livre qu'il appellera peut-être Comptes et mécomptes du building administratif qu'il supervise et qui est une niche à scandale. Mais tant qu'il n'aura pas lu le livre, je considère que c'est des divulgations de politiciens, un manque d'ailleurs de crédibilité depuis quelque temps, et je n'ai pas à épiloguer sur des propos de ce genre de personnage. D'accord. Et sur le titre « Chronique d'une spoliation », vous pensez vraiment que les ressources naturelles du Sénégal sont en train d'être spoliées? Et au profit de qui? Bien sûr, au-delà du pétrole d'ailleurs. J'ai campé sur le pétrole cette fois-ci parce que depuis fin 2015, 2016, toute l'année 2016 et même jusqu'en 2017, le débat ça a été le pétrole. Mais nous suivons un peu ce qui se passe avec les ressources nationales depuis plusieurs années. Et j'ai eu à faire des articles et des chroniques sur, par exemple, le secteur minier. Oui. Avec ce qui se passe à Sabodala, on a eu à parler du zircon et beaucoup d'autres aspects. Et les ressources naturelles, même les ressources halieutiques, notre poisson qui est pillé par les bateaux-usines à partir d'accords de pêche qui nous sont défavorables. Évidemment, je ne pouvais pas écrire un livre sur tout ça, ça aurait fait peut-être 500 ou 700 pages et les gens n'auraient pas lu. J'ai considéré que le débat sur le pétrole était un bon échantillon pour la simple raison que le pétrole, le nom en tant que tel même, ça porte gros, vous savez, comme on dit, c'est l'or noir. Dès que vous parlez de pétrole, tout le monde suit, alors que vous pouvez parler de phosphate, les gens ne suivent pas beaucoup. Deuxièmement, les enjeux financiers à court, moyen et long terme sont d'une telle dimension que je considère qu'une bonne partie de l'avenir de la nation va dépendre un peu de la gestion qualitative ou de la mauvaise gestion de ces ressources-là. Et je peux dire d'emblée que si on doit parler des ressources naturelles au Sénégal, le terme spoliation n'est pas de trop. C'est une manière assez polie d'ailleurs de parler de vol, carrément. Les ressources sont spoliées pour plusieurs raisons. Et j'ai utilisé le terme de chronique parce que j'ai voulu avoir une démarche évolutive qui permette au lecteur progressivement de voir ce que je voulais démontrer en partant d'une description historique de 1952 à maintenant de la prospection pétrolière et gazière au Sénégal, des découvertes progressives qui ont été faites, celles qui ont été déclarées non exploitables, comme le dôme Flore de Casamance depuis les années 60, celles qui ont été considérées comme exploitables, comme le gaz de Gadiaga qui est exploité depuis les années 2004 au Sénégal, sans que les gens ne sachent par qui, comment et qui en profite, jusqu'aux dernières découvertes. Cet aspect historique était important parce que le gouvernement du président Macky Sall a voulu nous faire croire que Macky Sall est venu au pouvoir avec des valises remplies de pétrole, alors qu'il y a tout
toute une histoire derrière de prospection pétrolière et gazière au Sénégal et des découvertes progressives qui ont amené plus en plus les gens à croire qu'il y a des réserves, des possibilités, jusqu'à ce qu'on en arrive là. Ensuite, j'ai campé le cadre légal. Et je tiens à dire que c'est ça l'importance du livre. Vous savez, le gouvernement ne répond jamais aux questions que nous soulevons. La seule réponse, c'est le pétrole est technique. Il faudra laisser aux experts le soin vraiment de parler de ça. C'est une volonté, mais alors même pas cachée, de gérer de manière nébuleuse. La ressource qui appartient à 14 millions de Sénégalais, comment pouvez-vous faire croire qu'il y a une poignée de personnes qui doivent à elles seules en parler? Alors ça, à chaque fois qu'on vous opposera ces arguments-là, sachez qu'il y a anguille sous roche. Et tous les Sénégalais doivent être capables, doivent être en mesure de comprendre c'est quoi le pétrole. Le pétrole, c'est plusieurs métiers. Comme je dis, il y a plus de 500 métiers qui tournent autour du pétrole et personne, aucun spécialiste du pétrole ne connaît tous les métiers du pétrole. Nous, on n'est pas des ingénieurs géologues. Ça ne nous intéresse même pas de savoir comment on fore. Le pétrole qu'on a trouvé, c'est de quelle qualité, c'est quelle quantité, etc. Ça, on laisse ça aux géologues. Mais il y a un cadre légal. Quand on parle de code pétrolier, ce n'est pas de la géologie. C'est du droit. Et ça, je peux dire humblement que je le connais 1000 fois que le président Macky Sall. Et quand il parle, ça se voit parce que quand qu'il a fait ça la semaine dernière, malheureuse et maladroite comme d'habitude d'ailleurs, pour dire que ceux qui parlent du pétrole, en utilisant d'ailleurs des mots que je ne peux pas répéter ici, et rien que ces quelques phrases qu'il a ajoutées montrent qu'il ne connaît même pas la législation du pétrole. Parce qu'il parle de décrets et il parle de conventions minières, qui sont deux choses différentes, et il les confond dans un seul élément. J'ai voulu quand même recadrer, parce qu'il y a plusieurs métiers du pétrole. Même en aval, en amont, il y a les métiers de traders, ceux qui commercialisent le pétrole, ainsi de suite. Chaque élément, jusqu'aux pompistes, on le met dans les métiers du pétrole. Et à chaque niveau, c'est des spécialisations. Nous, on connaît le code pétrolier que nous avons étudié de manière détaillée. Nous connaissons le code général des impôts qui encadre les aspects fiscaux. Et ces aspects-là me paraissent être, au moment où nous sommes, les aspects les plus importants par rapport à une garantie d'une bonne gestion de la ressource pétrolière. Ce n'est pas des aspects de géologie. Est-ce que le pétrole c'est de première qualité, de deuxième qualité? Est-ce que ça se trouve à 3000 mètres de profondeur? Ça, on le laisse ailleurs. Mais une fois qu'on a ça, comment on va le gérer pour que ça profite au peuple? C'est le code pétrolier. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'ils disent. Partant, il était bon de préciser ce cadre-là, de dire comment on peut être attributaire d'un permis d'explorer au Sénégal, quels sont les engagements techniques et financiers que la loi impose, quelles sont les obligations, même environnementales, de soucis environnementaux qu'il faut respecter, quels sont quel est le cadre qui est tracé si vous voulez céder ce permis d'exploitation, ces droits pétroliers comme on les appelle, jusqu'à l'étape de la découverte, le développement, l'exploration. Il était bon de rappeler le cadre légal. Une fois qu'on a posé ça, c'était facile après de dire voilà ce que la loi prévoit, voilà ce que le gouvernement de Macky Sall a fait et en quoi est-ce que ce qu'ils ont fait a violé la loi. Et c'est cette démarche méthodique que nous avons voulu entraîner pour que ce soit un livre, pour que ça ne soit pas un livre polémiste, mais un livre adossé sur des faits comparé à la loi. Et durant tout le livre, ce que nous avons fait, ce qui fait que moi, je les invite à débattre dans le fond. Tout ce que j'entends jusqu'à présent, c'est assez superficiel. C'est technique, le pétrole, etc. Nous voulons qu'ils prennent la même démarche, soit pour écrire un livre pour dire que ce qui se dit n'est pas ça, ou bien pour accepter ce qu'on a demandé depuis le début, qu'ils acceptent de venir débattre avec nous. Parce que si on était dans une démocratie digne de ce nom, sur ces questions-là, il fallait poser des débats que vous alliez organiser, vous les journalistes, et tous ceux qui parlent, parce que c'est très facile qu'on vous tende un micro et vous jetez quelques pierres, mais que ce soit le Premier ministre, le ministre des Finances, l'ex-ministre de l'énergie et des mines qui a une très grande responsabilité dans tout ça, M. Ali Mouidiaye, le président de la République lui-même. Je ne débattrai pas avec les Abdou Latif Coulibaly parce que je considère qu'ils ne connaissent pas de quoi on parle, mais ceux qui ont des responsabilités dans Vous avez situé les responsabilités en parlant du Premier ministre, Boun Abdallah Dionne.
de l'ancien ministre de l'énergie, Aly Ngouille Ndiaye, mais le tout dernier ministre de l'énergie, Thierno Alassane Sall, vous l'avez vraiment occulté dans le livre. Oui, parce qu'il n'a pas eu à poser d'actes. Je ne veux pas citer quelqu'un qui n'a rien fait. Il n'a pas à poser des actes directs, sauf un questionnement que j'ai eu. C'est-à-dire sur la dernière transaction que Ovidiu Tender a fait sur les blocs de Casamance et de Saloum. Je crois que c'est lui qui était ministre. Or, la loi a dit que pour qu'un titulaire de droit pétrolier puisse céder ce droit, il faut qu'il vienne requérir l'autorisation du ministre chargé de l'énergie. Et ce ministre, à ce moment-là, doit vérifier est-ce que le titulaire des droits qui veut vendre le cédant, est-ce qu'il a rempli toutes les conditions, tous les engagements qu'il avait pris au moment où on lui signait le permis d'exploitation. Est-ce qu'il a rempli notamment les engagements techniques qui disaient que je forerai tel nombre de puits, je ferai tel nombre de kilométrages sismiques, j'investirai tant en termes de millions de dollars, ainsi de suite. Est-ce qu'il a respecté les engagements techniques et les engagements financiers? Si ce n'est pas le cas, la loi dit qu'on ne doit pas l'autoriser à vendre et l'État même doit résilier son contrat et récupérer. Or, Ovidiu Tender n'avait pas respecté ces critères, comme Petrotim ne les a jamais respectés, comme Timis ne les a jamais respectés. J'ai posé la question en disant, est-ce qu'il était même informé, parce que c'est une opération qui s'est déroulée en 2016, et pour vous dire combien les gens magouillent sur le pétrole sénégalais, et ne terminez pas de trop, la procédure qui a été utilisée cette fois-ci, ce n'est pas une cession des droits en tant que telle, mais c'est une cession de la société elle-même. Je ne sais pas si vous me comprenez. Soit vous cédez vos droits. J'ai des droits, j'ai 90% sur le bloc de Casamance onshore ou sur le bloc... C'est ce qui s'est passé entre Timis. Non, c'est entre Petrotim et Cosmos. Non, entre Petrotim et Cosmos, c'est une cession des droits. Mais entre Ovidiu et l'entreprise Qatari, c'est une cession de la société elle-même. Donc ça, c'est des procédures de contournement. Okay. C'est-à-dire, au lieu de dire, je cède mes 90% sur le bloc, je vous cède ma société et l'entreprise et à partir de ce moment, voilà. Mais quand vous savez que quand vous achetez une entreprise, vous l'achetez avec son actif et son passif. Et vous vendez l'entreprise à 10 millions de francs CFA, officiellement, et ce que vous allez recevoir en bas qui n'est pas déclaré ni aux impôts ni rien, c'est peut-être des centaines de millions de dollars. C'est le droit. Voilà. Et là, j'ai posé la question, j'ai dit, est-ce que même l'entreprise a fait la formalité de demande? Et si c'est le cas, pourquoi est-ce que le ministre n'a pas résilié tout bonnement le contrat? Parce que le monsieur, on lui a donné les droits il y a 1 an, il les a détenus à peine 1 an, et au moment où on lui donnait les droits, il était condamné à 12 ans de prison. Donc il n'a pas eu le temps d'explorer. Il n'a rien fait, et il se retourne pour vendre. C'est ce que j'appelle moi les aventuriers. Si vous regardez ceux à qui on a donné notre pétrole au Sénégal, et qui se sont empressés de revendre, c'est des spéculateurs, des aventuriers. Ils n'ont jamais eu l'intention d'explorer du pétrole ou d'exploiter du pétrole au Sénégal. Si vous voyez les entreprises en question, elles sont toutes nichées dans des paradis fiscaux pour préparer la fraude fiscale. Les îles Caïmans, par exemple. Îles Caïmans, îles Vierges britanniques, ainsi de suite. Deuxième spécificité, c'est que c'est des entreprises souvent qui ont été créées uniquement pour la circonstance. Ce qui est une violation de l'article 8 du Code pétrolier qui dit que il faut que l'entreprise ait des références solides. Avant qu'on lui donne, le ministère doit lui dire, donne-nous tes références techniques. Et l'entreprise va dire, j'ai fait de la prospection dans tel pays, j'ai fait du forage dans tel pays, j'ai découvert du pétrole dans tel autre pays. Mais une entreprise qu'on vient de créer, par exemple Petrotim, on lui a signé un contrat avant même la création de l'entreprise. C'est-à-dire, on lui a signé un contrat pour lui donner nos 2 blocs les plus prometteurs. En 2012. En 2012. Bien avant les élections, donc la responsabilité... Oui, et c'est 48 heures plus tard qu'il a créé. Ça aussi, je tiens à préciser. Dans le livre, je développe, je dis, il faut que les Sénégalais comprennent que Petrotim est venu ici avec le régime d'Abdoulaye Wade. Et que c'est quand Karim Wade était ministre tout-puissant de son père, je crois qu'il cumulait 4 ou 5 ministères, qu'on lui a signé un contrat. Alors, mais lui-même de ses développements, il a eu des relations très heurtées avec Karim Wade qui avait refusé de signer. Et il a fallu que Pierre Goudiaby Atepa et comment ça s'appelle, Samuel Sarr l'introduisent chez Abdoulaye Wade, que Abdoulaye Wade appelle Karim pour lui dire signer,
pour qu'on lui signe maintenant ses contrats. Ça, c'est ces deux premières attributions qu'il n'a pas eu avec Petrotim, mais qu'il a eu avec une autre société qui s'appelle African Petroleum, qui est une société de Franck Timis. Ensuite, avec Petrotim, il s'est servi de Petrotim comme écran, parce qu'il savait qu'il en avait déjà 2 qu'on lui a donné en 2011, ça allait être difficile. Mais pour le cas de Petrotim particulièrement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vrai que c'est avec le gouvernement d'Abdoulaye Wade qu'on lui a signé le contrat, mais en matière pétrolière, ce n'est pas le contrat qui confère droit, c'est le décret d'approbation. Il y a des étapes, on vous donne un contrat et on vous observe pendant quelques temps. Vous mettez en place un certain nombre d'engagements auxquels vous étiez, de choses auxquelles vous étiez engagé. Et à partir de ce moment, le ministre fait un rapport de présentation, prépare un décret qu'il soumet au président de la République pour lui dire que nous avions signé un contrat à telle date avec telle société. La société, entre-temps, a fait telle et telle et telle chose. Nous pensons que maintenant, il faut lui signer un décret d'approbation pour que le droit soit définitif. Et ce décret-là, c'est dans les contrats, c'est ce qu'on dit que la date d'effet, c'est-à-dire la date à partir duquel on considère que le contrat produit effet, c'est la date de signature du décret. Tant qu'il n'y a pas de signature du décret, l'entreprise ne tient pas encore des droits définitifs. Or, dans le cas de Petrotim, même si c'est avec le régime de Abdoulaye Wade qu'il y a eu signature du contrat, entre-temps, avant qu'Abdoulaye Wade n'ait eu le temps de faire le décret, il y a eu alternance. C'est-à-dire, il avait préparé le décret, mais il n'a pas eu le temps de faire tout le circuit administratif pour que le décret soit parfait. Il y a eu alternance et le gouvernement de Macky Sall est arrivé. Donc, pourquoi après, le président Macky Sall, pourquoi Aly Ngouille Ndiaye a préparé un décret d'approbation et pourquoi Macky Sall a signé ce décret-là? D'autant que, entre-temps, il y a eu contestation. Il y a eu une entreprise qui s'appelle Tullow Oil qui était en négociation depuis 3 ans avec Petrosen sur les mêmes blocs et à qui on avait demandé 3 millions de dollars qu'il avait déjà versés. Et du jour au lendemain, elle se retrouve, elle apprend qu'on a donné les 2 blocs à Petrotim. Elle a écrit, dès que le président Macky Sall s'est installé, l'entreprise a écrit pour signaler tout ça et contester la légalité. Cette lettre a fait l'objet d'une saisine de l'IGE. L'IGE a fait un travail et a démontré que toute la procédure qui a servi à attribuer ces droits à Petrotim est viciée, a violé flagramment le code pétrolier. Et ça, le président Macky Sall le savait. Pourquoi, malgré tout, il est allé signer au mois de juin, c'est-à-dire 3 ou 4 mois après sa prestation de serment? Pourquoi il est allé signer? D'autant que parmi ses promesses de campagne, il avait dit que s'il est élu, tous les contrats miniers qui n'ont pas respecté la législation, il allait les dénoncer. Et il en a dénoncé quelques-uns d'ailleurs. Pourquoi dans le cas spécifique de Petrotim? La question qu'il faut se poser, pourquoi Macky Sall a signé le décret? Quel est l'élément nouveau, entre-temps, qui a amené le président Macky Sall à signer? Et quand vous faites un peu vos recherches, vous vous rendez compte que le seul élément nouveau, c'est qu'entre-temps, Petrotim est allé dépoussiérer Aliou Sall pour le nommer administrateur général et lui donner mandat pour gérer la société. C'est le seul élément nouveau qui peut justifier que malgré toutes les violations flagrantes du code pétrolier, malgré les recommandations d'annuler, de rapporter simplement le contrat initial, le président Macky Sall soit allé signer ce décret-là pour donner à Petrotim indûment le pétrole sénégalais. Et Petrotim en a spéculé pour vendre à Timis qui a revendu. Chacun d'entre eux a pris ses millions de dollars, n'a pas payé des impôts. Le Sénégal perd. Et sur ces impôts, parce que c'est là où se trouve vraiment le débat, vous avez fait comprendre que le Sénégal a perdu beaucoup d'argent dans ces transactions, alors que le Premier ministre essaie d'expliquer que lorsque vous êtes en phase d'exploration, vous ne pouvez pas vraiment payer de taxes. Nous, on est vraiment des novices et les Sénégalais ne comprennent pas beaucoup comment ça s'est passé. Est-ce que, en des termes un peu plus simples, nous expliquer comment le Sénégal a perdu de l'argent et en même temps essayer de répondre au Premier ministre? Le Premier ministre, il est sorti de quelle école de fiscalité? À la dernière il avait même menacé quiconque. Oui, mais depuis lors, on continue, il n'a pas porté plainte. Ils sont allés chercher Franck Timis pour jouer ce rôle-là. Et moi, je suis parmi les 11 Sénégalais qui, semble-t-il, parce que
6 mois plus tard, on n'a reçu aucune notification d'une plainte. Je crois que c'est plus un bluff qu'autre chose. C'était pour détourner l'attention. Mais nous continuons à parler et même à écrire un livre. Ils n'ont qu'à aller déposer des plaintes. Et si ce que nous disons dans ce livre-là ne présente aucun intérêt, ils n'ont qu'à autoriser rapidement et ce sera dans les rayons et tous les Sénégalais pourront se faire une opinion. Je ne peux pas débattre avec le Premier ministre de questions de fiscalité parce que je sais qu'il n'en connaît pas grand-chose. Encore moins avec le journaliste là, etc. J'aurais aimé que Amadou Ba lui-même, qui est un inspecteur des impôts comme moi, accepte de venir débattre. J'aurais bien aimé qu'ils envoient peut-être la Direction générale des impôts et des domaines. Et là, on pourra avoir un débat éclairé. Mais je ne peux pas parler, débattre ou aller dans des contradictions avec des gens qui ne savent pas le b.a.-ba de la fiscalité, qui ne connaissent pas 10 articles du Code général des impôts et domaines. Ce n'est pas de l'arrogance, mais franchement, chacun doit poser des débats qu'il connaît. Et moi, j'ai écrit un livre sur le pétrole. Tous les experts du droit pétrolier peuvent lire ce livre-là et dire Sonko a raconté des histoires ou n'a pas raconté des histoires. Et c'est comme ça que ça doit se passer. Et j'ai invité à l'organisation de débats. Vous savez, eux, ils n'osent même pas débattre. Ils n'osent même plus faire de conférences de presse. Ils font des déclarations de presse. Ils viennent vous lire un discours, on vous donne les papiers, on vous dit que vous ne pouvez même pas poser des questions. Et après, on vous dit que c'est une histoire technique. À partir de ce moment, moi, je pense que j'ai fait des développements dans le livre sur la fiscalisation. Et j'ai dit, vous pouvez appeler tous les experts mondiaux de fiscalité. Et j'en ai cité d'ailleurs quelques-uns qui sont quand même des inspecteurs des impôts reconnus, qui aujourd'hui sont même dans le groupe des Nations Unies, expertise, qui ont fait exactement les mêmes développements que moi. J'ai cité ici Cheikh Gueye qui a fait tout un article sur la question. Vous ne verrez jamais un fiscaliste sérieux. Allez interroger des fiscalistes neutres. Moi, je suis politique, fiscaliste politique, Amadou Balé, Cheikh Balé, mais allez voir, il y a des cabinets de fiscalistes ici. Allez voir des fiscalistes neutres et interrogez-les. Et tout le monde vous dira que ces opérations n'ont rien à voir, parce que si on ne sait pas, qu'est-ce que le Code a dit? Le Code a dit que les opérations pétrolières sont exonérées dans ces phases-là. Mais le Code pétrolier lui-même a défini ce que c'est que l'opération pétrolière. Et la cession de titres, la spéculation sur les titres, ce n'est pas de l'opération pétrolière. L'opération pétrolière, c'est toutes les activités qui concourent au forage, à la recherche, etc. Toutes ces activités opérationnelles-là. Mais même le raffinage, la définition de l'opération pétrolière, vous allez dans le code pétrolier, au début, là où on définit les notions, on vous dit même le raffinage, ce n'est pas de l'opération pétrolière. A fortiori, vendre des titres sur le marché international, acheter des titres, ça, ce n'est pas de l'opération pétrolière. C'est fiscalisé partout dans le monde. Allez en France, allez aux États-Unis, allez partout, ces opérations sont fiscalisées. Et c'est ça que j'ai démontré dans le livre. Je ne vais pas en débattre avec Boun Abdallah Dionne, qui, je crois, a beaucoup d'autres questions que je soulève ici par rapport à sa responsabilité.